bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin, troisième jour des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, pour parler d'un sujet qui, au départ, quand on nous l'a proposé, je crois, nous a un peu surpris tant il semblait une évidence, investir pour l'avenir. Alors, pourquoi investir sinon pour l'avenir, évidemment. Et après, je me suis un peu interrogé en disant, mais investir pour l'avenir, pour qui? Bien sûr, pourquoi faire? Et puis, comment investir pour l'avenir? Avec quel argent? Quand on le replace dans le contexte du moment, on voit bien les deux grandes urgences qui s'imposent à nous. L'urgence climatique, évidemment, donc on va parler pas mal, évidemment, d'investir pour la planète, parce que sinon on va tous griller de toute façon, donc il n'y aura plus de planète, si on n'aura plus besoin d'investir, il n'y aura plus d'avenir. Donc on va évidemment mettre ça dans le contexte de l'actualité également française du moment. Elisabeth Borne, qui malheureusement n'est pas aux rencontres d'Aix, a annoncé ce matin dans le Parisien 7 milliards d'euros d'investissement dans le prochain budget pour le climat. Comment les dépenser? Pourquoi faire? Qui va profiter ou pas de cette manne? Ça pourrait être une des questions qu'on se posera. Puis investir pour l'avenir, quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis dit, je crois que le deuxième sujet essentiel, c'est investir dans les hommes, dans l'humain, dans les compétences, évidemment, dans les emplois, dans les formations. Quand on voit ce que vient de traverser notre pays la semaine dernière notamment, on se dit qu'il y a effectivement du boulot et qu'il y a intérêt à investir dans la formation, dans l'éducation, dans l'école. C'est un peu les deux grands thèmes que je vais vous proposer de traiter avec nos intervenants que je vais présenter, avec Fabien Versavo, qui est à mes côtés, qui est le président directeur général de Rakuten France, avec Nicolas Dufour, que vous connaissez tous, qui est le directeur général de BPI France, avec Thierry Déot, qui est le président de Meridia, un fonds d'investissement à long terme, donc je pense que l'avenir, ça le connaît, tout comme Nicolas. Et enfin, Arnaud Aimé, qui est associé senior chez SIA Partners et qui dirige SIA Partners en France. Pour ouvrir, parce qu'à chaque fois, vous le savez, au Cercle des économistes, on a une économiste locale de l'étape, Céline Gimet, qui est à Sciences Po Ex, qui va nous faire un petit cadrage bien plus brillant que celui que j'ai pu faire pour essayer de nous poser la problématique et ensuite on va débattre. Merci beaucoup Philippe. Voilà, donc je vais vous apporter effectivement quelques éléments de contexte de manière à pouvoir ensuite lancer le débat. Donc vous l'avez dit, compte tenu des enjeux que recouvre la transition vers des modes de production décarbonés, l'adaptation au changement climatique, plus de justice sociale, l'investissement pour l'avenir attendu est considérable. On parle d'un véritable choc d'offres qui doit s'étendre à l'ensemble des secteurs de l'économie. Certains parlent de quatrième révolution industrielle qui reposerait sur les opportunités de l'économie digitale et qui aurait bien évidemment un impact positif sur l'environnement et sur la société. Cela permettrait de créer des vagues d'innovation qui seraient à l'origine de gains de productivité et de plus de croissance à long terme. Mais on va commencer par une définition. Qu'est-ce que investir pour l'avenir? Eh bien, l'idée d'un investissement pour l'avenir est d'intégrer à des considérations de rentabilité financière habituelles les externalités environnementales et sociales de l'investissement à long terme. Donc ça, dans sa logique la plus stricte, l'investissement d'avenir, bien c'est la logique philanthropique, c'est-à-dire l'impact va primer sur la performance, mais de manière générale, l'investissement socialement responsable intègre des considérations plus justes, plus durables et de plus long terme aux performances financières traditionnelles. Alors, comment? Quels acteurs? Eh bien, compte tenu de la nécessité d'investir de manière massive, tous les acteurs sont concernés, qu'ils soient publics ou privés. Donc les États, d'abord, qui doivent poser le cadre en investissant dans l'innovation, dans les infrastructures, dans le capital humain, de manière à pouvoir créer de nouvelles filières technologiques, mais qui doit aussi accompagner le financement des petites et moyennes entreprises, des ETI, des start-up à fort potentiel de croissance et à haut risque. Et donc sur ce point, il existe déjà de nombreuses initiatives, par exemple le programme d'investissement pour l'avenir en France, mais qui doivent être renforcées. Et bien sûr, les acteurs
privés ont un rôle déterminant à jouer, c'est-à-dire les acteurs financiers, les banques, les fonds, qui doivent nécessairement inciter les entreprises à orienter leurs investissements vers des projets qui soient plus justes, plus durables. D'autant que ces investissements qui intègrent les risques liés aux défis que va connaître le monde dans l'avenir vont certainement générer à long terme plus de profits. D'autant qu'aujourd'hui, on s'aperçoit déjà que les performances financières d'un investissement traditionnel et d'un investissement pour l'avenir sont à peu près comparables, sauf que l'investissement pour l'avenir apporte une rentabilité extra-financière qui devrait le rendre beaucoup plus attractif. Mais aujourd'hui, les chiffres montrent que l'investissement pour l'avenir est très hétérogène. En particulier, la part des investissements ESG gérés par les fonds professionnels aux USA ou en Europe ne représente finalement que 30% des actifs totaux. Alors pourquoi ? Pourquoi ce manque d'incitation et comment résoudre ce problème ? Eh bien, une des explications est liée à la qualité des mesures de l'impact. C'est-à-dire comment mesurer la performance extra-financière d'un investissement pour l'avenir, et le flou qui entoure ces mesures ouvre la voie à des stratégies de greenwashing, de SS-washing. Alors comment faire ? Comment mieux orienter les capitaux ? Eh bien, il est essentiel d'identifier des objectifs qui soient quantifiables, qui soient réalistes, sur la base de référentiels communs et reconnus de tous, comme par exemple les objectifs du développement durable des Nations Unies. Mais il faut aller encore plus loin, renforcer le cadre institutionnel, réglementaire, fiscale, pour créer des incitations à investir dans le court terme. Donc les États-Unis ont fait ce choix avec l'Inflation Reduction Act. L'Europe, elle, a choisi plutôt de protéger ses entreprises contre des désavantages compétitifs à travers la taxe carbone aux frontières. Mais dans tous les cas, il faut passer peut-être à un modèle de taxonomie universelle qui pourrait s'inspirer de la taxonomie européenne qui existe aujourd'hui en Europe pour créer plus de transparence et donc plus d'incitation pour investir pour l'avenir. Merci beaucoup Céline pour ce cadrage. Je crois que vous avez à peu près donné l'essentiel. Je ne sais pas si on pourra traiter tout ça au cours de l'heure qui nous est accordée, mais peut-être commencer avec vous Thierry Déaut, parce que finalement, investir pour l'avenir, quand on est un fonds d'infrastructure par définition à long terme, je pense que ça parle. Alors, le cadre français vous semble-t-il aujourd'hui propice à l'investissement pour l'avenir ? Il y a de l'argent, effectivement, qui est mis sur la table. Il y a le fameux fonds France 2030. Il y a BPI-France, on en parlera, et la Banque de territoire qui accompagne. Donc ça, c'est toute l'action publique. Il y a l'Europe également, avec un certain nombre de fonds verts qui sont à disposition. Il y a la BEI. Quand on est un fonds privé d'infrastructure qui réfléchit justement à cette première partie que je vous proposais, c'est-à-dire investir pour la planète, comment est-ce qu'on fait pour orienter, choisir les investissements, faire les priorités et se dire c'est là qu'il faut commencer. On sait qu'il va falloir agir très vite, hein. On a une dizaine d'années pour remplacer, j'allais dire, si je caricaturais, 100 ans de capital carboné en 10 ans par du capital décarboné, ce qui va quand même être un sacré défi. Merci, et merci de la question et merci de m'inviter aujourd'hui ici. Alors moi je pense que le triptyque qui est dans l'investir pour l'avenir, à la fois investir pour des rendements financiers, investir pour des rendements extra-financiers, un impact pour la planète notamment, et le long terme sont importants. D'abord, l'impact, il se mesure sur le long terme. Donc, quand on investit ex santé, il faut penser long terme pour pouvoir penser impact. Autrement, c'est un peu compliqué. Donc, ce triptyque est fondamental. Alors, aujourd'hui, on a, aujourd'hui en France, je pense, tout ce qu'il faut, et en Europe, notamment
en matière d'argent public mobilisé pour investir. La vraie difficulté aujourd'hui pour orienter cette épargne, c'est que les acteurs comme nous, les acteurs financiers et les acteurs industriels qui ont capacité à investir, doivent vraiment penser le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque action d'investissement doit prendre en compte finalement le changement climatique, mais aussi chaque action d'investissement doit déjà prendre en compte l'adaptation. On est déjà dans le changement climatique. Ça, je pense que les gens commencent à s'en apercevoir. Donc, et l'adaptation, c'est pas un investissement facile. C'est-à-dire qu'on est obligé de aujourd'hui déjà penser à des scénarios de plus 2, plus 4 degrés, parce qu'évidemment les moyennes, même si on atteint le 1,5 degré, il y aura des endroits et des poches où cette température ne sera pas dans la moyenne. Voilà. Donc il faut se préparer, et il faut donc aujourd'hui anticiper ce type d'investissement. Et c'est aussi le cas de l'industrie qui a un enjeu majeur, parce que l'industrie, on parle beaucoup d'investir dans les industries du futur et les industries vertes qui permettent la transition. Ça, c'est par exemple un volet du projet de loi de l'industrie verte, mais le deuxième volet qui est aussi important, c'est de décarboner l'industrie existante. Aujourd'hui, si on regarde quelques chiffres et les 11 000 sites en Europe qui produisent à peu près 50% des émissions et qui sont dans les quotas, on peut dire que c'est facile, c'est circonscrit. En même temps, il y a des tensions à la fois compétitives, parce qu'il faut que les productions de ces usines restent compétitives. Il y a des tensions compétitives aussi, parce qu'il y a des tensions compétitives sur les subventions. On vient de mentionner l'ARE américain, mais l'Europe a mis quand même en place un certain nombre de plans d'investissement depuis le Green Deal qui viennent soutenir ces industries, sauf qu'on a un storytelling plus mauvais que les Américains, c'est-à-dire qu'ils disent 400 milliards d'un coup, et nous on dit 600 milliards ici, 300 milliards là, 30 milliards là, avec peut-être un peu moins de lisibilité sur la façon dont c'est intégré dans l'économie et les acteurs. Donc aujourd'hui, moi je dirais, il n'y a plus qu'à faire, hein, et le faire est plus difficile que d'en parler ou d'annoncer des chiffres. Nicolas Dufour, vous êtes fait connaître, cher Nicolas, notamment pour avoir fait un livre sur la réindustrialisation qui a, je pense, contribué, même si c'était déjà le cas, à faire comprendre à tous nos concitoyens, à tous ceux qui ne l'auraient pas compris, que la France, se désindustrialisant, se tuait. Aujourd'hui, il y a un sursaut, un projet de l'industrie verte qui est aujourd'hui à l'Assemblée, il y a simplement une direction qui est donnée, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, parce que vous l'avez dit, mieux vaut tard que jamais certainement, mais on vient de vivre 10 années de taux d'intérêt zéro. Là, les taux d'intérêt vont être dans pas longtemps à 5-6%. Est-ce qu'on n'a pas perdu trop de temps? Est-ce qu'on peut quand même rattraper notre retard avec des taux d'intérêt aussi élevés? Et à un moment où, comme le dit Thierry, il y a effectivement de l'argent, même si les taux d'intérêt sont élevés, est-ce qu'on risque pas quand même un nouveau décrochage, parce que les autres sont partis, comme les Américains, comme les Chinois, et il y a pas mal d'entreprises françaises qui se disent où est-ce que je mets mes investissements pour l'avenir? Est-ce que je les mets plutôt aux États-Unis, où il y a l'ARE qui est extrêmement simple et qui va me permettre de développer mon business, ou est-ce que je le mets en Europe? Bon, ben merci. La question m'invite à corriger un certain nombre de peurs, si je comprends bien. Absolument. Voilà. Alors, on va essayer de corriger les peurs. Vous faites très bien. Parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est de devenir des spécialistes de l'analyse de l'impuissance. Hein, on est d'accord? Donc, la hausse des taux, oui, bah, je pense qu'on va vivre avec dans l'ensemble des parties du monde, hein, et pendant de nombreuses années, parce qu'elle est aussi la conséquence de pressions inflationnistes qui vont durer. Et ces pressions inflationnistes sont la conséquence de ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne change pas un tissu productif mondial complet, avec tous les problèmes d'accès à la ressource en particulier, et pas seulement la ressource matérielle, mais également le capital humain, sans inflation. Voilà. Donc la question du taux cible d'inflation pour la Banque Centrale Européenne en particulier est une question absolument fondamentale. Il y a une autre question qui est fondamentale, qui est le taux cible de rendement demandé par les investisseurs privés. Je dis cela parce que typiquement la BPI, dans les 5 années qui viennent, elle va investir dans la réindustrialisation verte 35 milliards.
Elle va investir dans le climat 35 autres milliards. Elle va investir dans la santé 12 milliards. Mais elle ne peut le faire que si elle a des contreparties privées. Et je dois bien dire que pour ce qui concerne la réindustrialisation, hein, donc les nouvelles infrastructures industrielles, en effet nativement décarbonées, sur des technologies en rupture, avec un avenir incertain, parce que tous les 3 jours surgit une nouvelle information technologique qui peut mettre en question des choix qui ont déjà été faits. Hein. Et donc l'avenir, il se construit en réalité dans la brume. Hein. Et donc on peut comprendre que les contreparties privées soient parfois difficiles à obtenir, mais au fond, si j'ai un appel à lancer, c'est on va avoir besoin d'argent privé. L'argent public, Thierry l'a dit, de gros efforts sont faits, de très très gros efforts sont faits partout dans le monde. Ils sont très très élevés en Europe, en effet, puisque l'Europe, quand même, il faut se souvenir, accorde 450 milliards d'euros d'autorisation d'aide d'État par an. Hein. Et puis par ailleurs, l'Europe a adopté un schéma qui s'appelle le matching, qui permet à une entreprise européenne, dès lors qu'elle peut prouver que les Américains lui ont proposé une subvention particulière, d'obtenir la même en Europe. Hein, même si c'est orthogonal avec la réglementation européenne des aides d'État. Ce qu'on n'a pas encore, c'est le matching avec la Chine. Parce que ce que la Chine fait, notamment au travers de ces régions de manière tout à fait opaque, c'est un IRA par région chinoise, et par an. Minimum, hein, c'est-à-dire qu'on voit dans un certain nombre de verticales de l'économie du futur qui se dessinent sous nos yeux, des entreprises chinoises qui sont subventionnées à 80-90%. Voilà, et donc il n'y a pas encore d'abord, il faut sans cesse tenter de le prouver, et puis ensuite il faut permettre aux entreprises européennes d'être compétitives par rapport à ça. Donc je ne suis pas inquiet par rapport aux États-Unis. Hein. Je continue d'être inquiet sur le level playing field par rapport à la Chine, sur tout ce qui concerne en particulier le basculement de la nouvelle économie vers l'électricité, où ils ont une avance extraordinaire. Hein, voilà. Bon, donc la contrepartie privée va devenir le sujet fondamental. Il y a, par conséquent, ceci pointe sur le TRI attendu par nos partenaires. Il faut tout simplement se le dire. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je conclue là-dessus, de voir qu'il y a un tout petit voile de pudeur qui couvre cette question-là depuis que l'inflation est montée. Parce que quand l'inflation est montée à 6-7%, le fait de demander des TRI de 15%, mais qui n'augmentaient pas à 21%, hein, était quand même un signal du fait que les investisseurs commençaient à se dire que peut-être après tout, 15 moins 6, c'est déjà pas si mal. Hein, voilà, donc je pose ça sur la table, je pense que c'est fondamental. Eric a eu l'occasion de le dire dans des articles qu'il a publiés. On ne pourra pas avoir les mêmes rendements que dans la belle époque des taux zéro, c'est pas possible. Arnaud Aimé, ce qui est particulier dans la période que nous allons vivre, puisqu'on se projette donc dans l'avenir, c'est que tous les secteurs sont concernés en même temps par la même révolution industrielle. Que ce soit les mobilités, que ce soit dans les transports, que ce soit l'ensemble de l'industrie, il va falloir, comme je le disais, en une dizaine d'années, si on veut tenir les objectifs climatiques, faire un effort d'investissement considérable. Vous qui parlez à pas mal de secteurs chez Ciaparta, comment ça se passe quand vous parlez à tous vos clients qui peuvent se dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de baisser les bras? Bonjour à tous. Ça se passe bien déjà. Quand on parle aux entreprises, aux industriels, notamment pour lesquels on travaille, il y a bien une distinction quand il s'agit d'investir pour l'avenir, d'investir dans des innovations incrémentales ou dans des innovations de rupture. Les innovations incrémentales, c'est bon, les entreprises savent faire toutes seules, surtout avec l'aide du crédit impôt recherche. L'innovation de rupture, là pour le coup, elle a besoin de tout un écosystème, depuis le financement non dilutif et le capital risque en phase de 3, et puis jusqu'à la commande publique. Et cette commande publique, hélas, elle est souvent inexistante en France. Alors, la BPI, notamment, a fait un travail exceptionnel depuis une dizaine d'années, et je pense qu'il y a peu de monde qui aurait parié dessus à l'époque. Mais la France est une puissance moyenne. Donc, elle ne peut pas investir sur tout. Il faut choisir les innovations de rupture sur lesquelles elle peut investir. Il faut éviter le saupoudrage. Et puis, il faut réussir surtout l'exécution, le déploiement de ces technologies. Et là, je pense qu'on a un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut faire sauter les verrous administratifs. Il faut arrêter avec les normes absurdes.
Par exemple, on pourrait dire bienvenue aux OGM, avec tout ce que ça comporte de promesses en la matière. Et puis, il faut former aussi les dirigeants d'entreprise à l'innovation de rupture. Il faut valoriser la recherche et développement. Et puis, à l'échelle du pays, il faut avoir, comme je disais, des priorités, les déployer rapidement. Et ce sera le mot de la fin. Par exemple, en Corée, ils se sont dit, on va être, non pas dans la course, mais on va être les premiers dans les réseaux télécoms 6G. Donc, ils décident ça et ils mettent le paquet dessus. Alors que nous, on galère encore en France à déployer la 5G. Alors, pour que tout ça fonctionne, il faudrait sauver l'éducation scientifique en France. Et je pense que là, il y a beaucoup de boulot, mais on peut en reparler. On va en parler dans la seconde partie. Avec Fabien Versavo, peut-être justement, qui est chez Rakuten, donc une boîte aussi de tech, principalement de tech. Peut-être nous donner quelques clés, parce qu'on a évoqué le climat, mais finalement, derrière l'avenir, il y a la question de l'innovation, effectivement, de la recherche, on en a un peu parlé. Vous vouliez plutôt insister sur cet élément, parce que l'innovation de rupture, pour une entreprise, évidemment, quelque part, prendre un risque, parce que ça peut ne pas marcher. Donc, comment est-ce que ça peut se déployer? Et est-ce que c'est pas ça, aujourd'hui, le chaînon manquant de l'avenir de la planète? Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, innover pour l'avenir, pour le futur, en fait, c'est un acte de foi. Un acte de foi de la part de la société et finalement de la part des dirigeants d'entreprise. Il faut faire preuve d'optimisme. Et si vous connaissez le japonais, vous savez que Rakuten en japonais signifie optimisme. Nous sommes la première société de technologie numérique digitale du Japon, aujourd'hui présent dans une 50aine de pays. Et cette valeur d'optimisme, elle est fondamentale et elle est intéressante, elle nous anime au quotidien. Comme ça a été déjà mentionné, investir pour l'avenir, ça veut dire aujourd'hui non seulement créer de la valeur économique, toujours, c'est quand même important, essentiel, mais aller au-delà, répondre aux défis sociétaux, aux défis environnementaux et le faire de manière inclusive. Et donc, je voulais d'abord, pour répondre à ta question, partager trois prismes ou trois orientations, trois opportunités qui m'animent autour de cette thématique. Le premier point, c'est une formidable opportunité, c'est qu'aujourd'hui, après une période que je qualifierais d'adolescence, les technologies digitales, l'intelligence artificielle, les nouvelles connectivités, ça vient d'être mentionné, le cloud, les objets connectés et tant d'autres domaines, eh bien ces technologies entrent dans une phase de maturité et elles sont désormais en capacité d'impacter les couches profondes de la société, les couches profondes de l'économie. L'optimisation de la consommation énergétique, la protection de l'environnement, la décarbonation évidemment, la question de la réponse à la modification de la pyramide des âges et la baisse de la démographie quasiment partout dans le monde et la tendance devrait s'accélérer. Donc on est en train de passer d'une phase où la technologie a servi à connecter, à créer des plateformes sociales, à créer des plateformes d'e-commerce, à digitaliser des processus financiers, par exemple, à une phase où, je crois, la technologie, je parlais de couches profondes, la technologie, si vous voulez, devient, et notamment le digital, l'intelligence artificielle, devient la colonne vertébrale de la société, de la réinvention économique que nous sommes en train de mener. Pour reprendre l'utilisation du vocable de plateforme, oui, ça y est, on est véritablement dans une industrie, dans un moment de plateforme, et les nouvelles technologies représentent le socle sur lequel on va pouvoir bâtir une performance économique qui combine le respect de l'environnement. Donc ça veut dire qu'en Europe,
Ça a été dit également précédemment, ça veut dire qu'en Europe, il faut accélérer sur les innovations de rupture, sur les deep tech. Il faut savoir les faire éclore et les faire grandir, et vous y contribuez avec brio. Mais il faut aussi savoir les retenir. Aujourd'hui, on estime que 15 à 20-25% des deep tech européennes sont rachetées par des sociétés américaines. Et il n'y a pas vraiment de réciprocité, puisque l'inverse, c'est moins de 5%, selon les chiffres dont je dispose. Donc il y a un vrai enjeu qui est de savoir les enraciner et les développer pour pouvoir ensuite les projeter hors d'Europe. Le deuxième message, c'est finalement qu'on ne rattrape pas le temps perdu dans certains cycles d'innovation en mettant des milliards sur la table. C'est pas vrai. Si on veut faire, vous connaissez TSMC, le leader des microprocesseurs taïwanais. Je connais bien Taïwan pour y avoir passé pas mal de temps. Si on veut faire TSMC exactement à l'identique en Europe, on aura beau mettre de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, investir pour l'avenir, ça veut dire faire monter ces innovations de rupture, définir quelles seront les nouvelles chaînes de valeur, c'est elles qui vont prendre le pas sur les chaînes de valeur existantes pour pouvoir spécialiser l'Union européenne sur certains maillons critiques de ces chaînes de valeur et nous donner une capacité de négociation d'égal à égal, de pair à pair avec l'Amérique du Nord ou avec l'Asie. Et enfin, le troisième point pour investir pour l'avenir, je pense essentiel, c'est d'investir en partenariat avec les écosystèmes. Pas d'investir dans des technologies qui cherchent forcément à déstabiliser. Moi, ce que j'ai découvert lors de mes différents séjours en Asie, notamment au Japon, c'est une formidable combinaison d'une culture extraordinaire de l'innovation, de l'ingénierie, et en même temps du respect des temps longs, du respect des équilibres. Et au Japon notamment, le digital ne sert pas à faire de la disruption, ne sert pas à faire du hack. L'obsession des entrepreneurs n'est pas forcément de substituer leur business à des business existants. Leur obsession, c'est d'être utile à la société. C'est de permettre à l'économie, aux pays, aux citoyens de s'adapter aux nouveaux enjeux. Un des enjeux essentiels au Japon, c'est évidemment l'aménagement du territoire et c'est aussi le vieillissement de la population. Et sur ces sujets-là, la robotique, là, tu évoquais la Corée du Sud. Rakuten est aussi opérateur mobile, c'est le 4e opérateur mobile au Japon. Nous avons lancé cette activité il y a 3 ans, déployé en un temps record qui n'a pas d'équivalent, un réseau complet. Et un réseau, je prenais l'exemple de TSMC, au lieu de vouloir refaire un réseau en tout point similaire à ce que font très bien par exemple les équipementiers chinois, eh bien nous avons fait le pari de l'innovation et déployé le premier réseau au monde qui est basé sur des standards ouverts, s'appelle Open RAN, c'est un peu comme l'open source dans l'informatique, et qui est basé sur du cloud. On enlève 80% du hardware d'un réseau télécom et on transfère toutes les fonctions d'intelligence, d'administration et d'opération dans des data centers. Il y a 3000 data centers qui sont répartis sur les territoires et qui sont opérés par de l'IA. Voilà. Et donc on reprend le contrôle sur la chaîne de valeur. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces explications. Alors, moi je vous entends, je trouve ça très intéressant, mais il y a un mot qui n'a pas été prononcé quand même depuis le début et peut-être le poser pour mettre un peu de piment dans nos discussions. C'est le mot de souveraineté. Donc je vais me tourner peut-être d'abord vers Nicolas ou Thierry sur le sujet de souveraineté parce que voilà, on nous demande de basculer dans ce monde tout électrique. On va peut-être interdire les chaudières à gaz. J'ai pas de filière française de pompe à chaleur. Donc elles vont être quoi, chinoises. On me demande de basculer dans le solaire. Commence à y avoir un projet de Gigafactory carbone à quelques kilomètres d'ici à Marseille. La première pierre n'a pas été posée. En 2028, on aura peut-être, si ça marche, et on espère que ça marchera pour eux, une usine enfin de cellules photovoltaïques, principalement françaises et made in France. Vous m'avez compris, Nicolas et Thierry, peut-être sur ce point-là, on n'est quand même pas parti avec tous les atouts de notre côté. C'est à la fois une formidable opportunité, mais aussi les autres, ils sont prêts avant nous. Vous l'avez dit, les Chinois sur la voiture électrique, ils sont partis. Je ne parle pas de la voiture électrique. Jean-Duc Sénard a dit hier, nous on ne sait pas, vous avez dit c'est pas certain. Je ne suis pas sûr que je dois choisir le thermique ou l'électrique parce que je ne suis pas sûr que j'aurai assez de matières premières pour faire cette révolution électrique. Oui, bien sûr, mais en même temps...
ces pays asiatiques nous donnent une leçon de montée progressive vers la souveraineté. Ils ne l'étaient pas. Hein. Ils dépendaient entièrement de nous, ils le sont devenus. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire pareil? Au fond, il suffit de se regarder dans la glace et de se dire, c'est dur hein, de se le dire, mais de se dire, je suis un pays émergent. Je suis un pays émergent. La France est un pays émergent. La France est un pays émergent. Par conséquent... En matière de technologie du futur. Pas toutes. Non, mais sur celles que tu as citées. Sur le photovoltaïque, on est un pays émergent. Sur les batteries, on est un pays émergent. Sur tout ce sur quoi la Chine a pris 15 ans d'avance, on est un pays émergent. Donc, ça veut dire qu'on doit adopter des méthodes de pays émergents. S'ils veulent investir chez nous, eh ben, on impose une JV, on impose des transferts de techno, tout ce qu'ils ont fait. C'est très simple. Et c'est de facto ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on fait la Gigafactory de ACC, la filiale de Stellantis, de Total et de Daimler à Nersac, à Angoulême et puis maintenant à Douvrin, toutes les machines sont chinoises. Les modes d'emploi des machines sont en chinois. Donc vous avez un paquet d'opérateurs chinois pour ces machines-là. Hein. Et progressivement, on apprend, mais on ne va pas se désoler. C'est comme ça que la Chine a commencé, avec des machines allemandes, avec des modes d'emploi en allemand. Donc on va apprendre, on va tout copier. Il faut qu'on ait une mentalité de pays émergent. Alors la bonne nouvelle, c'est que les Chinois ont parfaitement compris, parce que attention, qu'on soit bien clair. Moi, j'ai un immense respect pour toute cette jeunesse entrepreneuriale chinoise qu'on a vue hier après-midi et hier soir encore. C'est vraiment des entrepreneurs extraordinaires. Ils sont ultra techno, ils sont ultra optimistes, ils sont ultra joyeux, ils sont vraiment sympas. Hein. Ils sont très très soutenus par leurs administrations, mais ils sont surtout super bons, quoi. Hein. Et ils ont parfaitement compris qu'il y aurait de la fabrication de panneaux photovoltaïques en Europe, que l'Europe n'accepterait jamais d'être entièrement dépendante de la Chine. Donc ils sont déjà en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire des JV avec vous pour construire des usines de panneaux photovoltaïques avec un leapfrog en plus, c'est-à-dire avec la nouvelle technologie future qui n'est pas celle que la Chine exporte aujourd'hui et dont l'Europe pourrait bénéficier immédiatement avec un bout de transfert de techno. Donc vous voyez, les choses sont toujours plastiques et aucune bataille n'est jamais définitivement perdue. Il a raison, il y en a pour lesquels ça ne sert à rien de tenter de mobiliser des capitaux. Refaire TSMC, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, l'Europe n'en a pas besoin. L'Europe n'en a pas besoin. Et si on perd Taïwan? Comment? Si on perd Taïwan, on fait comment? Mais TSMC est en train de créer une usine au Japon, est en train de créer une usine aux États-Unis, et sur le nœud le plus petit, hein, le 2 et le 3. Samsung aussi est en train d'investir. Penser l'avenir, c'est penser quand même un monde géopolitique différent de celui qu'on a connu. Bien sûr. Le monde est tragique, ça, on est d'accord. Ça ne va pas changer. Non, mais dire ça se prépare très à l'avance. Thierry Déaut, alors est-ce qu'on est un pays émergent? Est-ce qu'on est également en capacité, d'après vous, de rattraper un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, sont une évidence? Si on veut faire la transition écologique avec Made in France ou Made in Europe, il va falloir quand même qu'on se retrousse les manches et qu'on les fasse, ces gigafactories. Made in France et Made in Europe, c'est important, parce que je crois qu'on est bien un pays émergent, mais dans une Europe qui ne l'est pas. Hein, donc il y a un effet de taille, et quand on pense souveraineté, il faut la penser en deux cercles. Il ne faut pas toujours se regarder le nombril, mais peut-être regarder le nombril de l'Europe aussi. Et on n'est pas forcément toujours le nombril de l'Europe quand même. Ce qui est quand même une tendance assez française de s'auto-déclarer le nombril de l'Europe. Et donc il faut le penser dans les deux sens. Mais je crois qu'on a de bons exemples pour rester très concret quand je vois l'écosystème qui est en train d'être créé à Dunkerque autour des gigafactories. Parce que bon, il y a l'usine, la technologie, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Ça ne vit pas. L'industrie verte ne va pas survivre sans des infrastructures efficaces et compétitive. L'Europe a cette compétitivité. Il faut continuer aussi à investir là-dedans. On parle d'énergie, on parle de logistique. Dunkerque, il y a un port, il y a un réseau électrique qui a été créé pour plusieurs tranches nucléaires. Donc, il peut soutenir ce type de gigafactory. Et puis, il va falloir créer les capacités d'accueil pour presque 10 000 personnes, hein, si on en a 3. Donc, tout ça fait partie de la façon dont on consolide les écosystèmes pour garder cette souveraineté. Donc il ne faut pas simplement le voir en termes technologie, c'est construire l'accompagnement aussi qui stabilise et qui ancre ce type d'usine dans nos territoires. Arnaud Aimé, ce sera peut-être la transition avec ma deuxième partie, je voulais dire investir dans les hommes, dans les compétences, dans les métiers d'avenir. On voit bien qu'on a des opportunités formidables qui vont s'ouvrir effectivement dans les métiers du climat, du vert,
200 000 emplois, je crois, dans les ENR, 100 000 dans le nucléaire. Enfin voilà, c'est pour la jeunesse française, si elle est bien formée, évidemment une source d'espérance. Mais en même temps, est-ce que notre système, notre appareil de formation est aujourd'hui prêt pour cet avenir? On forme, je crois, 35 000 ingénieurs par an. Il en faudrait 3 fois plus. Qu'est-ce que vous observez aussi? On voit bien qu'il y a des pénuries aujourd'hui dans les problématiques de recrutement. Et c'est maintenant qu'il faudrait avoir. Donc, c'est quoi le sursaut pour l'avenir que la France doit faire pour être à la hauteur? Alors déjà, pour compléter ce que vous venez de dire, Philippe, là vous citez des innovations de rupture avec des technologies qui contribuent à la décarbonation, et on en parle beaucoup, la décarbonation depuis 3 jours. Je pense que c'est très important évidemment, mais il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Dans les autres innovations de rupture, il y a aussi celles qui permettent de vivre mieux. Donc il y a la biologie synthétique, il y a l'alimentation artificielle, il y a la révolution des vaccins. On parlait des semi-conducteurs, Fabien en parlait tout à l'heure, et Nicolas, il y a les puces photoniques qui pourraient remplacer les puces électroniques. Donc ça va bien au-delà des sujets de décarbonation. Alors, le plan France 2030, qui couvre une partie de ces sujets, qui est porté par la BPI et la CDC notamment, il est vachement bien, mais effectivement, il faut des gens pour le faire. Et alors j'ai croisé Nicolas Dufour à la buvette avant-hier qui me disait qu'il fallait parler avec ses tripes. Moi je suis un ingénieur de formation et donc je vais prêcher pour ma paroisse et plus largement pour la communauté de scientifiques. Aujourd'hui, je pense que sur l'éducation nationale pour les sciences, la France elle n'est pas émergente, elle est plutôt immergente. Je pense que c'est plutôt la cata. Quand on regarde les classements PISA, donc c'est le classement des pays de l'OCDE en fonction du niveau des élèves en maths, la France elle s'est cassé la figure. En 2000, elle était en 11e position et depuis 15 ans, elle végète à la 25e position. Aujourd'hui, on manque largement de scientifiques. Il y avait la députée Valérie Rabault qui en parlait avant-hier ici. Elle disait en Allemagne, il y a 20% des étudiants qui suivent une voie scientifique ou technologique. En France, c'est 25% de moins. Donc clairement, il faudrait en France 3 fois plus d'ingénieurs, de thésards qu'il y a aujourd'hui. Mais bon, pour ça, il faudrait que dès le lycée, on attire davantage vers les voies scientifiques. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt mal barré là-dessus. Bruno Le Maire, il disait hier, faut mettre la science au cœur de la société. Aujourd'hui, la science, elle n'est pas au cœur de l'enseignement de première. Il y a un tronc commun. Ensuite, il y a des spécialités. Et dans le tronc commun, il y a 11 heures de discipline littéraire. Donc du français, de l'histoire géo, des langues. Il y a 2 heures de sport. Et puis avec les 2 heures de sport, il y a aussi 2 heures d'enseignement scientifique. C'est un boulga de maths, de sciences, de bio. Et je pense qu'il faut aller largement au-delà là-dessus. Donc pour réussir notre avenir, on a intérêt à donner un coup de collier assez sérieux sur l'éducation, si je vous ai bien compris. Et aux profs de maths. Et aux profs de maths. Et moi, j'ai fait une interview de Thierry Marx assez marrant, je vais juste vous la citer parce que c'est une bonne anecdote. Il me dit qu'il faut donner des cours de cuisine dès le collège parce que la cuisine, c'est à la fois du français parce qu'il faut lire les recettes, c'est des maths parce qu'il faut savoir choisir les proportions, c'est de la physique et de la chimie parce qu'il faut savoir faire les cuissons, c'est de l'histoire et de la géographie. Je vous soumets ça à votre sagacité. Peut-être en apprenant différemment aux enfants les maths, ils y trouveraient peut-être plus de plaisir. Il faut trouver les bons profs pour ça aussi. Ils pourraient manger pour moins cher et meilleur. Mais il faudrait aussi avoir les bons profs pour ça aussi. C'est aussi pendant le lycée qu'on doit donner envie aux enfants de suivre, aux enfants et particulièrement aux femmes, parce que là où il faut vraiment dégenrer les choses en France, je pense que c'est notamment sur l'éducation. Oui, il faut plus d'ingénieurs, donc il faut puiser là où il y a du potentiel et il y a plus de potentiel chez les femmes.
Alors, Fabien Versavo, il y a un mot qu'on n'a pas cité, évidemment un tout petit peu en tout cas depuis tout à l'heure, c'est celui de l'intelligence artificielle. S'il y a un sujet qui entraîne des peurs, pardon, évidemment c'est mon rôle peut-être de les agiter, même si je ne les partage pas forcément, mais on a beaucoup de peur aujourd'hui sur cette question de l'intelligence artificielle, de savoir est-ce que finalement l'humain a encore un avenir si la machine vient finalement lui démontrer sa supériorité. Vous qui nous avez effectivement, avec cette expérience asiatique, dit que la technologie de rupture est en train d'arriver, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va provoquer une énorme révolution dans le monde du travail. C'est déjà un peu le cas pour celles et ceux qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Hier, lors d'une petite conférence de presse, vous pourrez lire ça sur le site de la Tribune, petite publicité au passage, Bruno Le Maire a dit « En 5 ans, on peut rattraper notre retard dans l'IA générative ». Moi, quand j'entends ce que vient de dire Arnaud Aimé, j'ai du mal à y croire, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense qu'il y a sur la question de la dangerosité des risques associés à l'intelligence artificielle générative, il est évident que je pense tout le monde s'accorde sur la nécessité que ces risques existent, que le traitement peut-être médiatique ou sur les réseaux sociaux qui a été fait ces dernières semaines, ces derniers mois, exagère probablement de manière très sensible. Pas mal de marketing. Hein, voilà, le niveau avéré du risque et que on sous-évalue ce faisant également la capacité, notre capacité en tant que collectif à garder le contrôle de notre destin. Donc je pense que tout ça est résolument apocalyptique mais n'arrivera pas. Pour pouvoir faire éclore l'intelligence artificielle et tirer à plein les bénéfices en Europe, il faut aussi que l'Europe crée les conditions d'une réglementation qui soit favorable aux innovateurs. Effectivement, ce que disait le ministre est intéressant. C'est un objectif. Un horizon. C'est un objectif clair, ambitieux, et je ne sais pas sincèrement si cet objectif est atteignable ou pas. Je crois que ça dépendra essentiellement des décisions qui seront prises dans les prochains mois. Et tout le monde s'accorde, aux États-Unis comme en Europe, tout le monde s'accorde sur quelques points essentiels pour se prémunir et pour créer les conditions d'un lancement favorable de l'IA générative, qui sont le fait de protéger effectivement les ayants droit, les créateurs, les titulaires de droit. Ça, tout le monde est d'accord. Donc il faut le faire. Le fait de labelliser très clairement tout ce qui est contenu, interaction entre une intelligence artificielle et un citoyen. Tout le monde est d'accord, des deux côtés de l'Atlantique. En revanche, ce qui diffère beaucoup en Europe et le projet que le Parlement européen a présenté, je crois, la semaine dernière, celui-ci, de mon point de vue, il va beaucoup trop loin parce qu'en fait, on est en train de vouloir réguler... Tuer l'innovation par la régulation. Ouais, en fait, on prend le sujet de la mauvaise manière. On prend le sujet par la compliance. Et lorsque vous voulez réguler des processus, des risques systémiques dans l'industrie financière, dans des industries traditionnelles dont vous maîtrisez parfaitement tous les cas d'usage. Je vais essayer cette formule de la patronne des patrons italiens qui avait dit quand il y a une innovation, les Américains la développent, les Chinois la copient et les Européens la régulent. Oui, absolument. Donc là, on est en plein dans ce stéréotype. Alors, il y a peut-être la dynamique électorale associée proche qui a créé de la surenchère. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est plutôt que de vouloir fabriquer un framework législatif qui soit super détaillé, qui rentre dans l'analyse et dans le détail et dans chercher à remédier à chaque risque supposé. Et ce ne sont que des risques supposés. Donnons-nous les moyens. Inspirons-nous des méthodes de l'agile, inspirons-nous des méthodes des startups, inspirons-nous des innovateurs pour que le législateur, lui aussi, mette en place une structure légère qui lui permette de véritablement contrôler les cas d'usage qui émergent, de s'assurer qu'il respecte les principes fondamentaux de notre droit et les valeurs européennes et de réguler au cas par cas, afin de remettre les sociétés qui dévieraient de ce cap dans le droit chemin. Voilà. Je crois que ce serait ça la bonne manière. Il ne faut pas être trop pessimiste quand même. Aujourd'hui, c'est un projet qui est issu du Parlement européen. La Commission, le Conseil vont s'en saisir et généralement, ils apportent, on l'a vu sur d'autres sujets, ils apportent raison et pragmatisme à un certain nombre de projets. Par ailleurs,
Juste une chose, hein, OpenAI, vous l'avez vu, ouvrira pas ses bureaux en Europe. Il va le faire à Londres. Probablement que l'incertitude juridique y est aussi pour quelque chose. Les boîtes comme nous, qui sommes des boîtes internationales, mais qui sommes à 100% implantées en Europe au travers de filiales notamment établies en France, les boîtes comme nous supportent déjà des coûts de mise en conformité qui sont énormes. Il faut que vous vous rendiez compte qu'entre 15 et 25% de nos capacités d'investissement en technologie, les équipes de développement, les équipes data science, travaillent tous les jours sur des sujets de mise aux normes de compliance. Chers amis, il nous reste 10 minutes. Alors si vous avez des questions, vous aurez le droit de lever la main. Voilà, parfait. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Alors on va prendre, je ne sais pas, quelqu'un a un micro, une jeune fille arrive. On va commencer par vous, monsieur. Ensuite, une question. Non, vous, peut-être, vous étiez le premier. Il y a, pardon, mais 1, 2, 3, voilà, dans l'ordre hein, démocratique d'arriver. Bonjour à toutes et à tous. Merci simplement peut-être de préciser qui vous êtes, oui. qu'on sache un peu, et puis de dire à qui vous adressez, et de vous limiter à une question et pas un long tunnel si vous le voulez bien. Très bien. Je suis Yacine Dewel, je suis le fondateur d'une société basée à Aix-en-Provence qui s'appelle Optimum Tracker. On fabrique des trackers solaires, donc c'est les tournesols sur lesquels on va poser les panneaux et qui vont orienter les panneaux face au soleil. Aujourd'hui, depuis qu'on a créé la société, notre rêve c'est de monter une usine. On travaille pour l'avenir, mais on n'a pas encore investi pour l'avenir. Je reviens de Chine et on voit qu'ils ont un niveau de compétitivité qui est inégalable, en tout cas qui a beaucoup d'avance. La question, elle est plutôt pour Nicolas Dufourcq. Il faut financer monsieur Nicolas. Et pour Thierry Déo, pardon. C'est comment on fait pour arriver à convaincre nos clients d'acheter du français, d'acheter de la souveraineté et de payer peut-être 1, 2, 3% plus cher que des produits chinois. Très bonne question. Merci, monsieur. Nicolas, il faut aller aider, monsieur. Oui, non, mais on se connaît. C'est déjà fait. On se connaît quasiment depuis qu'il est sorti de l'école, parce que Yacine a créé sa société, tu étais même encore, je crois, à l'école. Oui, c'est ça. Et donc un entrepreneur français exceptionnel, mais la vie est difficile. Hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. La BPI a accompagné Optimum Tracker, et puis il y a eu des investisseurs privés. Et puis bon, mais la question qu'il pose est une question fondamentale. Elle se pose pas seulement dans le photovoltaïque, elle se pose également dans le médicament. Hein. Donc nous, on pense, en effet, et c'est la question de la commande publique qui était posée également tout à l'heure, qu'il va falloir qu'on accepte un petit prix supérieur pour relocaliser. C'est quand même, il faut le dire, quoi, hein. Et on n'est pas sur des montants très élevés. Et ça peut être tout à fait marginal. Dans le médicament, on parle de 0,0 quelque chose centimes, n'est-ce pas, hein, de prix supérieur pour pouvoir justifier une relocalisation de paracétamol à Roussillon, l'usine que nous avons largement financée. Donc c'est supérieur, mais il faut que la centrale d'achat Uniachat des hôpitaux français accepte ce 0,0 quelque chose centimes. C'est dérisoire. Mais il faut que le code des marchés publics le permette aussi. Hein, voilà. Alors pour le photovoltaïque, c'est pas tant le code des marchés publics que la pratique effectivement des grands acteurs qui veulent absolument, et ils continuent de le dire d'ailleurs, hein, avoir les prix les plus bas et qui ont un peu dit, à mon sens, trop récemment, qu'ils ne croyaient pas à la possibilité d'une relocalisation de production de panneaux photovoltaïques en Europe. Et je trouve que c'est pas forcément très bien de le dire comme ça. Moi, je pense qu'il faut une relocalisation de production de panneaux photovoltaïques en Europe. Et je continue de partager avec vous mes échanges avec les exceptionnels entrepreneurs chinois qui étaient là hier. Ce sont les entrepreneurs chinois qui le disent eux-mêmes. Ils disent on va faire de la production de panneaux photovoltaïques en Europe. Hein, voilà. Donc, Yacine, ça va finir par s'arranger. Ça va se faire. Et Carbone, vous avez regardé ce projet, Nicolas? Carbone, on soutient à fond. Ça, c'est sûr. À fond. 1,5 milliard d'investissement, 3000 emplois. Absolument. Mais c'est toujours pareil. Hein. Carbone, il faut trouver la contrepartie privée. Il faut comprendre que quand on investit, nous, il y a toujours un co-investisseur ou deux. Lui. On a bien fait de vous mettre ensemble. Et quand on fait du crédit, il y a toujours une banque qui doit faire un crédit à nos côtés. On ne peut pas être seul. C'est ce qu'on appelle la contrepartie privée. Il faut de la contrepartie privée. Voilà. Comme ça que ça marche. Question de monsieur. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Amogo. Je suis étudiant à l'École normale supérieure de Paris en sciences cognitives et président de l'association Les Mindsetters qui œuvre en faveur de l'égalité des chances. Ma question est pour monsieur Déo. Comment convaincre davantage d'acteurs du privé
à investir en faveur de l'égalité des chances, notamment en matière d'éducation et d'accès au financement. Merci. Pas une question. Alors, la question est compliquée parce que je rejoins assez mon voisin sur le fait que l'éducation aujourd'hui, notamment en faveur des sciences, est dans un état assez délabré. Alors il y a quelques éléments d'espoir quand même. Moi je suis plutôt agréablement surpris par la réforme des lycées professionnels, par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'ingénieurs, mais il y aura besoin de plus d'agents de maîtrise et d'ouvriers spécialisés que d'ingénieurs. Mais cette réforme a été faite typiquement en grande concertation pendant la préparation du projet de loi de l'industrie verte. Donc on voit bien que quand on pense de façon un peu holistique, c'est plus intelligent que laisser l'éducation nationale faire ses trucs dans son coin, avec toutes les contraintes qu'elle se donne, notamment parce que son corps professoral, par exemple, n'acceptait pas qu'on publie les résultats de sortie et d'intégration dans l'emploi des lycées professionnels. Bon, c'est un peu comme si on demandait à une entreprise de ne pas publier ses chiffres de performance et de continuer à recevoir de l'investissement. Donc ça, c'est en train de changer et c'est important. Donc, et aujourd'hui, le système d'égalité des chances, on a un ascenseur social qui, par l'éducation, et on peut l'admettre, est à peu près cassé, même si il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Alors, c'est des petites gouttes, mais ça compte. Je sais pas, la semaine dernière, le décret qui permet en classe préparatoire aux 5,5 d'avoir les mêmes points que les 3,5 quand ils sont boursiers, ça peut être un changement majeur. Ça va favoriser ceux qui vont en prépa de lycées de province, parce que les lycées parisiens prennent à peu près 80% des places dans les grandes écoles, et ça, c'est pas normal, mais ça va permettre au moins aux gens de rattraper des choses. Donc il y a un certain nombre de batteries de mesures, et il y en a qui sont déjà existantes. La plupart des grandes écoles d'ingénieurs vont maintenant démarcher dans les lycées très tôt, notamment vers les filles, pour les intéresser aux sciences. Donc c'est un faisceau d'actions, et puis les entreprises comme nous investissons aussi dans l'égalité et dans la promotion de l'égalité des chances, en faisant plein de choses, avec des bourses, avec un certain nombre d'accompagnements, mais il faut en effet passer à l'échelle, c'est-à-dire que tout le monde doit s'en occuper. Arnaud, rapidement, parce qu'il y a pas mal de questions. Hein. L'égalité des chances, je pense que c'est hyper important, donc je me permets de rebondir dessus, et je vais encore faire l'ingénieur de service avec Thierry. Je pense que l'éducation des sciences, c'est ce qui est le moins reproducteur socialement. Les sciences, les maths, la physique, la bio, ça s'apprend seulement à l'école, ça s'apprend seulement avec des profs, bien plus que, disons, les sciences molles. Et d'ailleurs, même les familles aisées ou à haut niveau culturel, elles achètent des cours particuliers de maths pour leurs enfants. C'est qui achète des cours particuliers d'histoire pour ses enfants ? Personne, parce que le niveau culturel permet de monter là-dessus. Donc, favoriser la science et favoriser la culture scientifique et les filières scientifiques, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'égalité des chances. Rapidement aussi. Oui, moi, rapidement, je souscris évidemment à tout ce qui a été dit. L'école doit aussi être moins verticale dans les savoirs et favoriser la culture de l'expérimentation, la culture de l'autonomie des élèves vis-à-vis de la science, et notamment de l'intelligence artificielle. Et autre point qui n'a pas forcément été abordé, évidemment, plus de personnel féminin, ça nous permettra dans les métiers de technologie d'adresser une partie du sujet des ressources, de l'attention sur les ressources, mais aussi être attractif au niveau international. Il faut que l'Europe fasse venir à elle les meilleurs talents. Le sujet, c'est de réparer la filière de formation, et l'école, c'est la clé de voûte. Mais il faut aussi que tous les meilleurs du monde viennent chez nous. Moi, j'ai 35... Que les meilleurs de chez nous n'aillent pas ailleurs aussi. Et que les meilleurs de chez nous n'aillent pas ailleurs. Évidemment. Merci. Alors, il y a une question. Allez-y, on va prendre une question là et une question de monsieur.
On va avoir un peu de mal de prendre toutes les Je questions, vais essayer chers de faire amis. court. Allez-y. Valérie Derouet-Mazoyer, je travaille dans le domaine de l'énergie. Il y a un volet de la régulation dont vous n'avez pas tout à fait parlé, qui est la guerre des normes, des référentiels techniques. Les Américains définissent effectivement les technologies, mais en même temps, ils accompagnent le référentiel normatif international aux Nations Unies, l'IEC. Les Chinois copient, mais aussi ils font leur propre référentiel. On assiste à la guerre US-Chine de découpling des technologies. On n'a pas une forte appétence au niveau national sur la rédaction de ces référentiels mondiaux. Quelle est votre position sur le sujet? D'accord. Et on va prendre cette question. On va prendre la question de monsieur. Et on va de monsieur le premier, cher ami. Deuxième question. Courte, oui. Si vous pouvez. Oui, très court. Marc Chabot, groupe Envision Renouvelable Batterie. J'ai une question. Aujourd'hui, en fait, la BPI, M. Dufour, vous financez des entreprises individuelles, l'union faisant la force. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une sorte de holding virtuel pour aider ces différentes entreprises à travailler en filière, en chaîne de la valeur, plutôt que de se faire bouffer par les grands groupes qui, Shell, va les bouffer les unes après les autres et ne plus devenir en fait des champions nationaux? Merci. Et alors, il y a une dernière question. Ça sera la dernière. On va prendre les 3 questions et après on va répondre. Bonjour, c'est sur l'éducation. On peut toujours espérer que l'État fasse mieux, soit plus agile, mais comment on peut se faire pour qu'il y ait beaucoup plus de philanthropie, de sociétés civiles qui investissent dans le sujet de l'éducation? Parce que je suis toujours assez fasciné de voir des gens très libéraux, mais dire à la fin, c'est à l'État de faire. Comment est-ce qu'on crée cette culture de la philanthropie sur l'éducation? Merci. Alors on va commencer par cette question. Tiens, on va faire dans le désordre. Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Et puis, je laisse aux financeurs le soin de répondre aux autres questions. Moi, je ne pense pas qu'il faille de la philanthropie sur l'éducation en général. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait un problème d'éducation à la géographie, aux langues vivantes, à l'histoire. Je pense que le problème, c'est l'éducation dans les sciences. Et donc, les fondations, elles sont déjà accompagnées par l'État, notamment d'un point de vue fiscal. Pourquoi ne pas réserver les avantages fiscaux sur les fondations qui contribuent à l'éducation scientifique, soit par des projets, soit par la formation scientifique? Merci. Nicolas, sur donc, je sais pas, une BPI par filière? Alors, d'abord sur cette question-là, moi je pense qu'il y a un éléphant quand même dans la pièce qui est l'impact catastrophique des réseaux sociaux sur le cerveau de nos enfants dans les années les plus importantes. Quand je vais parler aux lycéens des collèges dans les banlieues avec l'excellente association 100 000 entrepreneurs, je pose toujours la question de savoir quel réseau ils utilisent en ce moment, parce que ça change souvent, hein, et surtout combien de temps. Et la réponse, la dernière réponse que j'ai eue, c'était il y a 3 mois, c'était on est sur les réseaux une demi-heure par heure. Voilà. Donc quand vous êtes sur les réseaux une demi-heure par heure en terminale, en première en terminale, ça se termine quand même par de la sauce blanche dans la tête, cette affaire. Hein. Et donc, c'est quand même très embarrassant, c'est très inquiétant. Et c'est pas du tout les mêmes réseaux que ceux que, notamment, nos concurrents chinois utilisent, qui sont beaucoup, beaucoup plus régulés. La qualité des contenus. On parlait des dégâts psychologiques. Chinois n'a rien à voir avec la qualité des contenus sur le TikTok européen. On parlait des dégâts psychologiques, ça peut avoir. Sans parler et on l'a vu avec les émeutes. Bon, voilà. Petit éléphant dans la pièce. Alors sur la norme, vous avez complètement raison. Les PME industrielles qui se débrouillent le mieux sont celles qui ont dégagé un peu de moyens pour livrer des batailles normatives à Bruxelles. Elles l'ont compris. Hein. Parce que toutes les PME sont sur des niches. Et les normes, c'est toujours sur les niches. Et ces combats doivent être livrés. S'ils ne le sont pas, en fait, c'est de la destruction de valeur au profit de ceux qui ont accepté de faire cet effort. Je suis tout à fait d'accord. Et sur les batteries, alors bon... C'est vrai que le modèle opérationnel de la BPI, il est totalement centré sur l'entrepreneur. Et même, on va se le dire, sur la mystique de l'entrepreneur. Singulier, libre, solitaire, Lucky Luke, qui développe son projet et qu'on va accompagner. Il est courageux, elle est courageuse. On va l'accompagner. On n'est pas tellement sur des logiques, effectivement, de... Alors si, on le fait en crédit, hein, mais en fonds propres, on va toujours aller accompagner une personne volontaire, hein, et optimiste. Voilà. Donc, ce que vous dites est intéressant, mais ce que je vois à travers ce que vous dites, c'est des coûts de coordination quand même très très importants, des sujets de gouvernance compliqués, des contreparties difficiles à obtenir pour des investisseurs comme nous, et donc je suis pas très optimiste en fait. Merci Nicolas, merci à tous, bonne fin de rencontre d'Aix, je crois qu'on peut les applaudir. C'était très intéressant.